qu'on ait un bon accueil. Vous avez vu. Alors, avant d'ouvrir la séance, je voudrais dire que cet accueil-là, il est peut-être ou pas du fait qu'aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire, celui de Pierre Lafitte. Et je pense qu'il nous a réservé une surprise avec un comité d'accueil pour célébrer cet anniversaire. Voilà, donc bon anniversaire à Pierre. Alors, avant de commencer donc cette séance, je dois commencer l'usage. Vous indiquez donc les pouvoirs. Lionel Camblan a donné pouvoir à Henri Arbeil. Alain Conègre a donné pouvoir à Frédéric Charpenel. Séverine Ducamp a donné pouvoir à Mathieu Di-Ribéry. Isabelle Labeyrie a donné pouvoir à Serge Viarouge. Patrick Lacléder a donné pouvoir à Louis Galdos. Yves Trézière a donné pouvoir à Françoise Agier. Et Christophe Vignot a donné pouvoir à Pierre Pécaster. Je pense que j'ai oublié personne. Bien, merci à tous de votre présence ce soir. Merci à tous de votre présence. Donc ce soir, je voudrais, avant de désigner un secrétaire de séance, juste quelques mots pour donner un peu la teneur de ce conseil communautaire, qui, j'aime pas trop l'annoncer, parce qu'en général, ça n'arrive pas, mais qui sera, je pense, un peu léger. On m'a souvent dit que, attention, quand on annonce qu'un conseil communautaire est léger, c'est là où ça dure. Mais donc, on va essayer d'être à la fois synthétique et efficace pour faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions rapidement. Alors, juste pour vous dire que ce conseil communautaire, il va témoigner, à mon sens, c'est son intérêt principal, son intérêt majeur, il va témoigner du dynamisme associatif, et je voulais le souligner, de notre territoire. Vous allez voir que c'est Benoît Daretz qui va nous présenter donc les subventions, les propositions de subventions au niveau sportif, culturel, comme enfance, jeunesse. Et je crois que ce dynamisme associatif qui s'adresse aussi bien aux sportifs qu'aux bénévoles de notre territoire, il est aussi le témoin d'un territoire qui bouge, qui s'exprime, c'est le cas, mais en tous les cas qu'on fait avancer et auquel on participe à cette avancée. Et j'en suis très heureux. Je crois qu'on a, et on va en parler peut-être aussi en cours, le projet territoire. Le projet territoire dont on va débattre lors du prochain conseil communautaire, il a été, à la demande des maires, il a été décalé d'un mois au niveau de son débat, pour justement se l'approprier peut-être un peu plus en avant. Ce projet de territoire, il devra aussi être animé par chacun d'entre nous, chacun dans nos compétences respectives et dans nos territoires respectifs. Et je souhaite qu'il mobilise nos énergies et que nous puissions travailler en toute interactivité, à la fois sur les projets communaux et à la fois aussi sur les projets intercommunaux, pour que, encore en plus, notre communauté de communes donne un sens à son ambition politique. On va certainement, dans ce projet territoire aussi, et vous allez, j'espère, le trouver, on va aussi donner, je souhaite, une dimension humaine à nos relations. Je souhaite, et c'est souvent un reproche qu'on nous fait, je souhaite qu'on humanise un peu encore en plus notre action, nos actions, les uns et les autres, au sein de cette communauté de communes, et qu'on puisse construire ensemble, à travers ce projet de territoire, une histoire en commune, une histoire qui permettra dans les 10-15 ans à venir donc de bâtir une dynamique raisonnée. Voilà, je voulais vous le dire parce que vous allez voir qu'à travers les décisions qu'on a à prendre ce soir, merci Monsieur le Président de nous annoncer les bonnes nouvelles. On a donc parmi les décisions qu'on a à prendre ce soir, vous verrez qu'un grand nombre de décisions donc vont dans ce sens-là et j'en suis très heureux. Voilà, je voulais vous le dire en préalable. Donc, on a à désigner un ou une secrétaire de séance et Francis Bedebeder s'est proposé. Donc, je vous propose de les lire à l'unanimité en tant que secrétaire de séance pour cette fois-ci. Merci Francis de cette proposition que nous allons honorer. Alors, premier point à l'ordre du jour, mesdames, messieurs, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du dernier conseil communautaire qui, comme vous le savez, a eu lieu le 24 mars dernier. Est-ce que sur ce procès-verbal, il y a des observations?
aucune. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce procès-verbal? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Premier point, il s'agit donc du chapitre sport, culture, jeunesse, famille. Alors peut-être qu'on va... Non, on va laisser en l'état l'ordre du jour. C'est après qu'on le modifiera pour que ce soit plus cohérent, parce que sinon on fait des allers-retours. Donc je laisse la parole à Benoît Daretz. Oui, bonsoir. Donc effectivement, on va peut-être modifier un peu l'ordre des délibérations, puisque je devais échanger la parole avec Patrick Benoît. Là, du coup, je vais profiter que je l'ai la parole, je vais la garder jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin du conseil communautaire, mais jusqu'à la fin de mes délibérations. Et lui prendra à l'issue. Dans la première délibération, c'est avant justement de voter ces subventions, il convient d'examiner un peu l'actualisation du règlement sportif. On vous propose de faire 2 ajustements. Le premier, il s'agit du barème élite. Vous savez qu'on avait on a un dispositif élite qui subventionne les équipes Fagnon qui jouent dans des catégories qu'on a identifiées. Mais on se propose là, à ce règlement, d'intégrer les équipes réserves dans ce dispositif. En gros, ça veut dire qu'il y avait des équipes, il y a une équipe réserve, l'équipe du handball féminine de Tyros, pour ne pas la nommer, qui joue à un niveau subventionnable, mais comme ce n'était pas l'équipe Fagnon, on la subventionnait pas. Donc l'année dernière, on avait décidé de modifier ce règlement. Bon, vu la période, on avait pris la décision, mais on n'avait pas délibéré. Donc aujourd'hui, je vous propose de modifier ce règlement en ce sens et d'ajouter au barème des élites, d'ajouter aux équipes Fagnon les équipes réserves. Et le deuxième point, deuxième ajustement que je vous propose dans ce règlement, il s'agit de l'aide aux écoles de sport. Donc on a depuis quelques années ce dispositif qui vient amener 5 € supplémentaires par licencié de moins de 15 ans à toutes les associations sportives qui ont fait la demande auprès du conseil départemental. Et on se propose de venir. Alors l'idée principale, c'était de venir au même niveau que le conseil départemental, mais c'était à 5,70 €, donc ça c'était un peu apothicaire. Donc on est parti à 6,70 €, pardon. Donc on vous propose de passer à 7 €, c'est-à-dire de ne pas abonder de 5 € par licencié de moins de 15 ans, mais de 7 €. Alors ça paraît peu, 2 €, mais sur les nombres de licenciés de moins de 15 ans de notre territoire, ça représente 10 300 €. Voilà, donc cet engagement envers les écoles de sport, il a vocation à les accompagner dans la reconquête des licenciés. Il faut savoir qu'après la crise Covid, 20% des licenciés de moins de 15 ans, les associations ont perdu 20% de cette tranche de licenciés, et qu'ils sont en train de les récupérer, mais même s'ils sont pas encore, le nombre n'est pas encore équivalent à celui de 2021. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer aux voix. Pardon, Benoît. Oui. Oui, juste je voudrais intervenir sur 2 points. Déjà, je trouve que je me félicite, et je félicite l'atelier, c'est une très bonne chose que les équipes réserves soient prises en compte, et donc que le handball puisse bénéficier d'une subvention supplémentaire. Par contre, il y a une spécificité dans tous les sports, concernant le rugby notamment, où contrairement au football, au basket ou au handball, les championnats des équipes réserves sont liés au niveau de l'équipe première. Et les équipes réserves ne concourent pas dans la pyramide classique des championnats. Et donc les équipes de Souston et de Tyros sont lésées par ce système-là, puisque les réserves de Souston participent en championnat national également, des équipes de Fédéral 2, et pour Tyros, au niveau Esport, ils sont actuellement en quart de finale du championnat Esport. Donc peut-être que pour l'année prochaine, il faudrait retravailler ce règlement. Et d'autant plus que le niveau Espoir Fédéral 1 correspond à un niveau de national Fédéral 3, quoi, à peu près, au niveau des seniors. Donc c'est quand même du haut niveau amateur. Alors, moi, dans l'état d'esprit, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, pour la mise en forme, je pense que ça sera très compliqué parce que nous, on est parti sur un barème de niveau. Et effectivement, ces niveaux-là, ils apparaissent pas dans la pyramide des niveaux du rugby. Non, mais voilà. Oui, voilà. C'est ça. Tandis que dans les autres sports, comme le basket, c'est pareil. Le handball, c'est le cas. Les équipes, c'est pas des équipes réserves, en fait. C'est des équipes 2 qui jouent dans la... Oui, qui peuvent rencontrer des équipes 1 voilà, d'autres absolument. clubs. Absolument. C'est la différence.
Et, Après, je te cache pas que va se poser aussi le problème de l'enveloppe. Hein. oui. Voilà. Et en second point, dans le règlement, donc pour les clubs de niveau 1, notamment au rugby, va jusqu'à la Fédérale 1 et l'UST accède à la Nationale 2, premier niveau semi-professionnel. Donc également, il va falloir qu'on revoie, que l'atelier revoie Alors, le règlement. effectivement, il va falloir qu'on revoie ça. Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a plusieurs façons de le voir, c'est-à-dire on peut le voir comme une accession, mais on peut le voir aussi par niveau. Et ça restera le 5e niveau national puisqu'il y a une création. Bon, après, c'est un vaste débat. Il faut dire que Souston ne nous a pas aidés puisqu'ils ne sont pas montés. Et si Souston était monté, ça aurait été assez simple. Et effectivement, là, il va se poser une question pour l'année prochaine, c'est sûr. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on va se contenter de voter pour cette année et on verra pour l'année prochaine. Mais on aura cette discussion effectivement pour l'année prochaine, c'est clair. J'ai entièrement confiance en l'atelier. Non, mais effectivement, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec Benoît, et notamment au niveau du rugby, je ne connaissais pas au sujet des réserves. Effectivement, cette création de cette Nationale 2 dont va jouer Tyros l'année prochaine, effectivement, le règlement aujourd'hui ne le permet pas, mais ça permet peut-être d'en discuter au niveau. Enfin, moi, je propose effectivement que ça soit discuté au niveau de l'atelier et voir un petit peu revoir en quelque sorte par rapport aux nouvelles créations, nouvelles modules. Et ce règlement permet aujourd'hui de... Je pense qu'il faut en discuter. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Bon, On passe au voix. C'est moi qui le fais? Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le règlement. Pardon? Ah, on ne fait pas électronique là? Ah, pardon. alors, on va essayer électronique. À Ah, partir apparemment, de ça maintenant. marche, excusez-moi. Alors, on va essayer électronique. Arrête pas le progrès. Je participe pas. Ah, d'accord. Ouais. Alors, n'oubliez pas, ça me donne l'occasion de vous rappeler, merci Gilles de me le dire, n'oubliez pas que si vous êtes... si vous faites Bon, mais là, il s'agit du règlement, là. Si oui, je le dis de manière générale, si vous faites partie d'une association qui est concernée par une attribution de subvention, vous ne participez pas au vote, s'il vous plaît, sous peine de voir le vote annulé, donc le vote collectif. Donc, Ouais, mais ça sera pour les subventions d'après. Là, on est juste au règlement. Hein. oui. Alors, on y va, on vote. Alors, comment on fait? Si on est d'accord, on met la croix verte. Si on s'abstient, on met le rond. Et si on vote contre, on met le tiret rouge. Et donc, ça a deux votes. Et si on a deux votes, On vote d'abord pour soi. Et ensuite, voilà, il y a les deux petits. voilà, on vote pour soi, d'abord. Si on a, alors je vais voter peut-être. Si on a un pouvoir, vous allez avoir les deux petites croix qui vont s'allumer. Deux petites croix qui sont à gauche. Et auquel cas, vous revotez avec ces deux petites croix. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, nous sommes... Nous sommes 56, donc le vote est complet. On a 56 pour. Bravo, vous avez bien réussi le test de fonction. On continue. Donc, on continue justement par l'attribution des subventions et justement par les écoles de sport dont on vient de parler. Donc, je vous disais une remontée du nombre de licenciés en augmentation de 300 licenciés cette année par rapport à l'an dernier, ce qui porte le total à environ 5300 licenciés de moins de 15 ans. En 2019, avant Covid, c'était 5600. Voilà. Alors, j'ai pas fait le classement comme d'habitude, mais il y a des remontées spectaculaires de licenciés, notamment au basket, au skate et au judo. Alors, c'est peut-être l'effet JO, je sais pas. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une baisse sur le surf et le tennis. Une baisse conséquente, puisque le tennis, qui était la discipline qui avait le plus de licenciés avant, enfin, jusqu'à l'année dernière, se voit détrôné par le football. Donc le foot a environ 900 licenciés de moins de 15 ans sur le territoire, le tennis environ 700, le basket 550, le rugby 400 et le sauvetage côtier 300. Donc voilà, vous avez le tableau dans la délibération, que moi je ne trouve plus d'ailleurs, mais...
Donc voilà, ça représente une somme donc de 37 422 euros en direction des licenciés de moins de 15 ans. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut effectivement passer au vote. Alors, peut-être que voilà, ça y est, le vote est activé. Il manque une personne. Quelqu'un n'a pas. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, il manque une personne, pardon. Il y a quelqu'un qui n'a pas voté. Ah, qui participe pas, Gilles? C'est toi? Alors, si on participe. Alors, Théo, ça va pas. Il y a quelqu'un qui a pas participé et qui a indiqué qui s'est abstenu. Tu t'es abstenu? Ah, d'accord. Alors, attends, on va modifier, si vous voulez bien, le. Parce qu'il faut pas que tu participes. Il faut que tu ne participes pas au vote. Donc, voilà. Et toi aussi, Philippe? Donc, Philippe et Gilles ne participent pas. C'est même pas l'abstention, ça ne participe pas. C'est bon comme ça? Donc, 2 personnes qui ne participent pas au vote et qui sont concernées par ces subventions. Merci. Donc, comme je vous le disais, on va continuer avec le sport hein, sans passer la parole à Patrick Benoît qui est à l'autre bout de la table. On va continuer avec les subventions donc, des clubs élites. Vous avez le tableau sous les yeux. Donc, 11 équipes sont concernées cette année pour une somme de 107 000 euros. Il faut savoir qu'il y a un delta par rapport à l'an dernier de 15 000 euros, puisque l'équipe de réserve, l'équipe 2 du handball est incluse dedans, mais aussi l'équipe féminine des Marousses de Saint-Jour a accédé au niveau régional numéro 2, donc qui était subventionnable, et ainsi que l'équipe de basket Club Océan Côte Sud, qui n'est autre que la formidable équipe de Sobrig, Bénès et Orx, et qui aura du mal à se maintenir à ce niveau-là pour l'année prochaine, mais on verra bien. Donc voilà, ça fera des économies tout à fait, à moins que la Nationale 2 nous grève de ces économies. Donc s'il n'y avait pas de questions, on peut passer au vote. Et alors là, par contre, les dirigeants des clubs de ces équipes ne doivent pas participer au vote. Donc on vote, je vous rappelle que ceux qui sont partie prenante ne votent pas. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui participent? Qui ne participent pas au vote? C'est bon. Donc 53 votants, 3 qui ne participent pas et 53 pour. Merci à tous. Continue. On continue avec les aides aux manifestations sportives, qui est la troisième façon que Max a d'intervenir auprès des associations sportives. Donc, vous l'avez compris, on a augmenté l'aide aux écoles de sport. C'était une volonté de l'atelier, on vient de le voter, ça avait un impact de 10 000 euros sur l'enveloppe sport. C'était aussi en moyenne de toucher l'ensemble des communes, puisque quasiment l'ensemble des communes a des écoles de sport. Mais les subventions élites ont aussi augmenté de 15 000 euros, on vient de le voir. Donc forcément, l'enveloppe qui restait était un peu diminuée pour les associations, pour les manifestations. Donc il a fallu trouver une solution. Il faut savoir qu'il y avait 40 dossiers de déposés pour 70 000 euros de demande de subvention. Et l'enveloppe qui nous restait à allouer avoisinait plutôt les 25 000 euros que les 70 000 euros. Donc on a, avec l'atelier, réfléchi comment on pouvait faire rentrer tout ça dans les cases. On a donc pris quelques décisions qui ne feront pas plaisir à tout le monde, c'est sûr, qui feront grincer quelques dents peut-être. On a aménagé alors des règles qui ne sont pas tellement écrites, les règles d'attribution des subventions pour les manifestations, elles sont un peu soumises à l'appréciation de l'atelier. Donc nous, on a pris comme décision de ne pas aider les courses à pied, qu'on voyait quand même augmenter d'année en année. On a décidé de réserver, d'octroyer que 2 subventions pour les manifestations à la même association, puisqu'il y avait des spécialités, notamment l'été, qui organisaient plusieurs manifestations qui étaient soumises à une intervention de la communauté de communes.
Et on a baissé les aides historiques de Max envers les associations. Il y avait 7 ou 8 associations qui représentaient des manifestations depuis quasiment 2002, hein, ou pas loin. Et ces associations-là, qu'on aidait, on les a prévenus, on leur a dit attention, on va quasiment diviser par 2 ou presque l'aide qu'on vous apporte jusqu'à maintenant. Donc voilà, en appliquant ces quelques règles, on a réussi à, vous avez le tableau sous les yeux, à aider 22 manifestations, ce qui représente un total de 22 000 euros, 22 010 euros. Voilà pour les subventions aux manifestations. Si vous voulez, on peut passer au vote. Alors on vote. Ah, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Oui, ça marche. Donc 56 votants, 56 pour. Benoît? Alors, je profite du fait que j'intervienne en début de conseil communautaire par rapport à d'habitude. Je pense que c'était plus attentif que d'habitude parce que je parle à la fin. Alors, j'en profite pour parler de 2 actualités dans le domaine du sport, 2 actualités qui concernent Max, et notamment d'abord l'actualité olympique. Vous savez que la communauté de communes ainsi qu'une dizaine de communes se sont portées, ont obtenu le label Terre de Jeux. Et par l'intermédiaire de ce label, il y avait un programme des volontaires. On est prioritaire pour proposer des volontaires pour Paris 2024. En gros, on sera prioritaire pour présenter des bénévoles qui pourront intervenir lors des Jeux. Alors aujourd'hui, le bénévole, on ne sait pas s'il va être au bord de la piste d'athlétisme ou à la gare avec un panneau pour indiquer que c'est par là qu'il faut passer. Mais quoi qu'il en soit, il sera bénévole. Donc, on a toutes les communes qui sont terre de jeu. On a fait passer par l'intermédiaire des gens de l'atelier ce programme des volontaires. Il faudrait proposer assez rapidement, dans le milieu du sport, 4 personnes, 4 jeunes de préférence, qui auront 18 ans en 2024. 18 ans, oui. Oui. Au moins 18 ans. En 2024, oui, voilà. Au moins 18 ans. Donc voilà, il faut le faire assez rapidement, ce recensement, par l'intermédiaire des gens qui travaillent, qui sont déjà bénévoles dans les clubs sportifs, ou pas d'ailleurs, hein, et qui sont, à ma foi, intéressés, méritants. Et voilà, c'est dommage. Alors, être candidat à l'action des volontaires, ça ne veut pas dire être retenu non plus. La difficulté, c'est ça, qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de frustration, mais quand même, je pense que c'est une opération à saisir, et une occasion à saisir, et il faut... c'est la moitié du prix de la mallette, l'autre moitié étant pris par Max. C'est une occasion aussi de fédérer, je crois, l'ensemble des écoles sur ce défi. Aujourd'hui, c'est quand même une mallette qui est destinée au sport santé et au sport à l'école, donc elle pourra perdurer dans le temps. Mais il y aura moyen, donc, pour les écoles qui auront pris cette mallette, je crois que Tyros et Seignos de mémoire sont déjà partis, sont partis avant nous, quoi, on va dire. Le coup était déjà parti. Mais il y a moyen vraiment de fédérer autour de ce défi. Il y aura aussi la participation d'écoles, je ne me rappelle plus de quel pays, Maïté, dis-moi, du Pérou, voilà, qui vont participer. Donc il y aura peut-être la possibilité aussi d'interférer des écoles locales avec des écoles du Pérou. Bon, voilà, je vous invite à regarder le courrier que vous avez reçu. Et voilà, il faut bien sûr que la directrice ou le directeur de l'école soit d'accord pour aller dans cette démarche. Voilà, le message est passé. Alors, je précise une information complémentaire, c'est qu'au niveau des volontaires, les conseils communautaires sont inscrits d'office, hein, je vous le dis. Oui. Donc vous êtes tous inscrits d'office comme volontaires pour être présents sur le dispositif. On est volontaire pour être au buffet des Jeux Olympiques.
Donc, tant que j'ai la parole, j'en profite toujours. Ah ben alors, on y va. Eh ben, dis donc, hein. Eh oui, je suis très long aujourd'hui. Je vous propose donc de passer au vote des subventions pour, dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Donc, vous voyez sur le tableau qu'il y a 11 dossiers pour un montant de 49 850 € avec, bon voilà, pareil, il y a des historiques hein, et deux nouveaux qu'on accompagne cette année, le festival du film LGBT et un autre que je vois plus. Enfin, il n'y en a que deux nouveaux. Pour le reste, c'est de l'habituel, avec bien sûr le CIDF, les droits de l'homme, les Francas, l'établi. Les Francas, c'est pour le Ludobus. Hein. Là aussi, c'est une subvention qu'on a revue à la baisse, bien sûr en étroite collaboration avec les Francas. On était à 37 000 €, on est passé à 32 000. Je pense qu'on la retravaillera aussi l'année prochaine. Enfin voilà, je vous propose donc de voter ces subventions dans le domaine enfance-jeunesse pour un montant de 49 850 €. Juste Est-ce qu'il y a pour oui. savoir, quand la manifestation se passe sur la commune, on peut voter ou on ne vote pas? Alors, si c'est toi qui l'organise, D'accord. non. Mais Ok. par contre, si c'est sur ta commune et que c'est une association dans laquelle tu n'es pas décisionnaire, tu Ouais. peux voter. D'accord, c'est ça. Ok, merci. Certes. Alors, théoriquement, c'est membre même de l'association. Hein. Mais si c'est sur ta commune et que c'est pas toi qui es le maître d'ouvrage, c'est pas, tu peux voter. Bon, on y va? Alors on vote. Si on, voilà. Ta mairie. Je vote quoi? Tu votes ou pas? T'es membre du. Alors il en manque deux, à moins qu'il y ait des gens qui font partie, il y a des élus qui font partie d'associations bénéficiaires, non? Donc il y a deux personnes qui n'ont pas voté. Oui, c'est moi. Voilà, merci pour cette unanimité. Benoît, c'est bon? Pour moi, c'est terminé. Merci Benoît. Alors on va passer donc à la culture avec donc Patrick qui va nous en parler. Oui, donc on va poursuivre sur l'attribution de subventions pour 2022. Alors la première délibération, ça concerne les médias locaux, médias associatifs locaux, donc qui participent au maillage de notre territoire. Donc ce sont les mêmes que l'année dernière, c'est-à-dire TV Land, Côte Sud FM, Wave Radio, Radio Pays et Portal Bray FM. Donc le montant total des subventions de cette année vous est proposé de 22 000 €, c'est-à-dire une augmentation de 10% par rapport à 2021. Voilà, si sur ce point il n'y a pas de questions, on peut pas, donc je pense qu'on peut passer au vote. Donc là, pareil, si certains sont membres de l'une des associations citées, je vous demanderai de ne pas participer au vote. Alors c'est mon cas, je ne voterai pas parce que je suis membre de Port d'Albret FM. Donc c'est pour ça que je le disais. Oui, je m'en doutais un peu. Ouais. Alors on peut voter. J'ai voté alors que je dois. Donc je me suis trompé, je ne peux pas voter, donc je vous demande bien d'inscrire qu'il y a 55 votants et pas 56. C'est bon? On continue, Patrick? Donc, cette délibération, toujours pour les attributions de subventions, donc pour toutes les manifestations culturelles qui se situent sur la communauté pour l'année 2022. Donc, avant de parler proprement dit de ces subventions, juste une petite présentation et le nombre. La première constatation que l'on a pu faire, c'est l'augmentation du nombre de demandes. Et vous savez, cette année, on avait un nouveau style pour la demande, c'est-à-dire c'était plus par papier mais par dématérialisé sur une plateforme, donc ça n'a pas porté
préjudice aux associations. Bien entendu, si le nombre d'associations de demandes a augmenté, vous imaginez que le montant a aussi augmenté de ces demandes, hein, puisque malgré une augmentation de 3% de l'enveloppe budgétaire allouée à ces subventions, donc pour ce qui évalue quelque chose à 210 000 euros, on était à 330 000 euros de demandes. Donc bien entendu, il a fallu... Alors, c'est bien, c'est même positif pour notre territoire et ça montre que la politique culturelle sur la communauté de communes, hein, animée par le service, mais en partenariat avec les communes et avec le monde associatif, porte ses fruits. Ça, c'est la première remarque. Bien entendu, ces contraintes nous ont obligés, tant le service qu'à l'atelier, de rééquilibrer ces subventions pour intégrer de nouvelles demandes et accompagner les projets qui avaient l'intérêt pour notre territoire. Parmi ces objectifs, donc, c'était de créer de nouveaux lieux animés par les associations, hors les grandes salles municipales ou publiques. Hein, donc, on a 2 lieux on verra un peu plus tard, qui concernent 3e session et conteneurs. Favoriser le lien avec l'accès des nouveaux publics et développer des logiques d'animation à l'année et sortir un peu du tout festival. Donc pour ceci étant dit, il a été décidé que les manifestations portées par des communes seraient plafonnées à 10. Enfin, il vous est proposé que les manifestations portées par des communes soient plafonnées à 10 000 euros. Donc ça a un impact, par exemple, sur le Festival du Conte et le Salon du Livre de Segor. Voilà. D'autres communes touchaient moins de 10 000 euros, donc elles ne sont pas impactées sur ce critère. Avant de passer à la délibération, et justement je ne vais pas vous faire le détail des 28 dossiers, hein, bien entendu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais il y a quand même je dois vous faire part d'un erratum sur le document que vous avez reçu. Hein. Bon, il y a eu, dans les transferts de fichiers, il y a eu des petites erreurs. Ça concerne le festival de jazz de Cabreton, où il faut lire 10 000 euros au lieu de 8 000. Le Soton Jazz, il faut lire 2500 au lieu de 3500 et 9000 pour les rencontres enchantées au lieu de 9500. Alors, voilà. Il faut savoir aussi qu'en parallèle à ces attributions de subventions, il y a aussi des compléments par des prises en charge directes, par de frais techniques, de résidence d'artistes, d'animation et aussi de communication, hein, notamment les panneaux sucettes où on a énormément de demandes pour faire paraître ces manifestations et donc il faut gérer tout ça et ça on va le dire entre nous, hein, c'est un coût non négligeable. Voilà. C'est la présentation que je voulais vous faire concernant en préambule du vote de toutes ces subventions. Donc s'il y a des questions sur certaines d'entre elles ou non. Donc comme pareil, si certains sont membres de l'une d'entre elles, vous ne participez pas au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont membres d'associations? On vote les deux là, les associations et les communes ou que les associations? Oui, on vote l'ensemble. Personne n'est partie prenante, alors on peut voter tous. Si, les mairies, on vote pas. Non, les mairies, vous pouvez voter. Oui. Ah bon? Oui, les mairies, vous Alors, pouvez voter. attends, Kelly, tu as une question. Alors, tu mets ton micro, s'il te plaît. Le micro à côté, peut-être? À côté. Le micro d'à côté. Le micro d'à côté, peut-être? Ça y est, Im. Ça y est. Je suis désignée en tant qu'élu dans un conseil d'administration d'une association. Ah oui, mais tu peux pas voter. Je vote pas? Non. Alors je vote pas. Ça a l'air de te chagriner, là. Bon. Ok. Pardon, également, j'ai voté, mais il faudrait retirer mon vote. Alors, 2, donc il y en a 2.
et la mairie. C'est la mairie ou c'est une association? Non, si vous êtes conseiller municipal ou adjoint ou maire et que c'est la commune qui organise, vous pouvez voter, bien sûr. Il s'agit d'associations, de structures privées. Alors, si c'est la commune qui porte le projet, vous pouvez voter. Si c'est une association, dans la mesure où c'est une structure de droit privé, même si vous êtes représentant de la commune dans cette association, vous ne pouvez pas voter. Voilà, il ne faut pas mélanger les intérêts privés et publics, c'est ça. Hein. Mais si c'est une commune, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Hop, attends. Quand tu représentes une commune dans un conseil d'administration, ce n'est pas toi, c'est la commune que tu représentes, tu peux voter. Si c'est à titre... Alors, voilà. Comme ça, ce sera une bonne fois pour toutes. On va avoir l'explication. Si vous êtes effectivement représentant, pardon Kelly, d'une commune en tant qu'élu et non pas en tant que personne, vous pouvez voter. C'est seulement si vous êtes élu, mais représentant vous-même en tant que personne, que vous ne pouvez pas voter. Mais si tu es élu représentant de la commune, donc c'est pas toi qui vote, c'est la commune en quelque sorte. C'est clair? C'est pas clair? Alors on va faire une synthèse. 4 cas de figure. Explication. 4 cas de figure. Vous êtes rien du tout dans la structure et vous pouvez voter librement et sans limite. Deuxième cas de figure. Vous êtes représentant, vous êtes participant, membre d'une association et décisionnaire dans la commune, dans l'association, et là vous ne pouvez pas voter. Vous êtes obligé de vous sortir du vote, de ne pas participer au vote. Troisième cas de figure. Vous êtes élu et c'est la commune qui est porteur du projet. Là, vous pouvez voter en toute liberté, à votre âme et conscience. Et dernier cas de figure, vous êtes dans une association, mais représentant, ès-qualité, comme on dit, de la commune. Et auquel cas, c'est pas vous, en tant que personne, qui pouvez avoir un conflit d'intérêt, c'est la commune que vous représentez. Donc là, vous pouvez voter aussi. Donc je retire ce que je t'ai dit, Kelly. Tu peux voter librement et sans limite. Voilà. Donc c'est clair pour tout le monde? Voilà, ça méritait une explication parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que tout le monde a voté? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le cas où ils ne peuvent pas voter? Il y en a 2 normalement. Mais non, il n'y a plus Kelly. C'est bon? Personne? Donc il manque un vote. C'est bon, Voilà. tout le monde y est. Et tout le monde a voté pour. Merci. On l'a vu. On continue. Alors, dernier point concernant les finances communautaires, il s'agit de décisions modificatives et donc c'est Jean-Claude Deloued qui va nous faire son exposé. Alors là, tout le monde peut voter. Donc moi, je vous propose pour ces quelques décisions modificatives de les grouper. Est-ce que quelqu'un voit un inconvénient? Non. Je vous les présente et on les vote tout en bloc comme on le fait habituellement. Alors, la première décision modificative concerne le budget principal et les travaux en compétence. Donc vous êtes au courant déjà comment ça se passe. En fait, la première concerne Cabreton, la rue de Biarritz. Travaux hors compétences prévus dans l'opération de réfection de la chaussée des trottoirs de l'avenue Biarritz de Cabreton. En fait, c'est des travaux qui sont à la charge, en fait, payés par la collectivité, par Max, mais qui sont de compétences communes. Donc là, la première travaux hors compétences à Cabreton, c'est 11 000 euros. Donc c'est une écriture d'ordre, en quelque sorte. La deuxième décision modificative concerne toujours le budget principal et la commune de Montliès, la route des lacs, avec l'aménagement du réseau pluvial, sachant que le réseau pluvial est de compétences communes et non communautaires. Bon, le montant, c'est 4 731 euros, sachant que toutes ces décisions modificatives ne remettent pas en cause l'équilibre budgétaire. Ensuite, ça concerne la commune de Saint-Martin-de-Hens, le giratoire RD 12, RD 366, pour un montant de 12 000 euros. Toujours le budget principal, commune de Saint-Tyros, c'est l'avenue du Clerc. Travaux hors compétences, la réfection de chaussées et des trottoirs, pour un montant de 15 000 euros. La commune de Sorce-Segor, l'allée Cavalière du Lac. Également, c'est de la réfection de chaussées et des trottoirs, pour un montant de 7 900 euros. Concernant les travaux
hors PPI voirie. Ça concerne l'avenue de la Mole à Cap-Breton et la route d'Hermes à Magès pour un montant total de 23 000 euros. Le remboursement d'avance sur marché, ça concerne les travaux du pôle rugby à Saint-Vincent de Tyros pour un montant de 4 000 euros. Les subventions complémentaires concernant des démarches et de soutenir la reprise de la pratique sportive impactée par la crise sanitaire, il est nécessaire de procéder à la réévaluation. C'est ce qui ont été présentés par Benoît Darès et également Patrick Benoît. Donc forcément, réactualisation, qui dit réactualisation, dit décision modificative financière pour un montant de total de 35 000 euros, avec une participation des communes à hauteur de 3 000 euros. On fait en quelque sorte... On fait un ponctionnement, entre guillemets, dans le poste article réception de 8 000 euros et la dépense imprévue à hauteur de 30 000 euros. Concernant la prise en charge des frais de gestion du pôle danse à Souston, vu le coût et la hausse du coût de l'énergie de la croissance, nécessite un complément à hauteur de 2 000 euros. Donc pareil, on réajuste 2 000 euros qui seront prélevés sur le poste dépenses imprévues. Ensuite, des réaffectations de crédits concernant la création du nouveau site internet de Max. Logiciel, ça c'est une écriture d'ordre, on le prélève vers l'opération DCI pour à hauteur de 10 000 euros. L'étude SIG à hauteur de 10 500 euros. Voilà pour le budget principal. Ensuite, pour le budget annexe de l'Aigueblu, c'est comment dirais-je, crédit nécessaire à la modification du montant demandé à Vermarine pour cette redevance d'occupation, le domaine public, à hauteur de 1 000 euros. Concernant le budget annexe déchets environnementaux, on en a discuté lors du précédent conseil communautaire. C'est des crédits nécessaires à la participation statutaire au syndicat mixte de Rivière à hauteur de 90 000 euros. Donc là, c'est une écriture effectivement d'ordre entre le fonctionnement et l'investissement à hauteur de 90 000 euros. Le budget annexe de la ZAE de Messanges, Pays de l'Ancre 2, c'est des crédits nécessaires au financement d'études de la faisabilité au budget annexe. En fait, c'est une écriture d'ordre à l'intérieur du budget annexe et qui est financé, ces études complémentaires, par la variation de stock. Je vous rappelle que ces budgets annexes des ZAE s'éteignent lors de la dernière vente de l'eau et on fait jouer à chaque fois la variation de stock, ce qui est le cas. Est-ce que vous avez des questions ou des compléments d'information sur ces décisions modificatives? Non, je vous propose et je les soumets au vote. Dès que le vote sera ouvert, voilà, c'est ouvert. Je vous propose de voter. Merci. Non, il en manque un. Il manque un vote. Voilà, c'est parfait. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Jean-Claude. Donc, on passe au point suivant à l'ordre du jour qui concerne donc le développement économique et c'est Hervé qui va nous présenter. Alors, le sujet est un appel à candidature lancé par la région Nouvelle-Aquitaine pour sélectionner des territoires porteurs d'une stratégie de développement local. Des territoires qui peuvent candidater correspondent aux territoires de contractualisation régionale Nouvelle-Aquitaine. Et en l'occurrence, chez nous, c'est le pays Adour-Landes-Océane, représenté dignement par sa présidente ici. C'est déjà la structure porteuse du groupe d'action locale dans le cadre de la programmation européenne Leader. Donc l'objectif, évidemment, c'est de récupérer, en nommant le pays Adour-Landes-Océane, des fonds européens de façon multiple sur un programme de mise en œuvre de 2021 à 2027 par la région Nouvelle-Aquitaine. La date limite d'inscription est le 17 juin 2022 et les impacts budgétaires dépendront évidemment des projets qui sont soutenus. Donc à ce titre, il vous est proposé donc de désigner le pays Adour-Landes-Océane pour coordonner les démarches relatives à l'élaboration de la candidature et pour répondre à l'appel de candidature. Désigner le pays Adour-Landes-Océane comme structure porteuse du groupe d'action locale qui appliquera la stratégie locale de développement de volet territorial des fonds européens.
Et d'autoriser évidemment Monsieur le Président ou son représentant à prendre tout acte à signer tout document se rapportant à l'exécution de la présente. Voilà, y a-t-il des questions? Non, on peut passer au vote. Donc qui est contre? Attends, on va Ah voter. zut. Oui, oui. Alors votez. On n'a plus l'habitude. C'est bon, 56 pour, unanimité, merci. Merci, merci. Alors, on va passer au chapitre infrastructure. Jacqueline Bonneau-Delbas, qui aurait dû présenter, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous, donc je vais le faire à sa place. Je vais essayer d'être aussi précise que ce qu'elle fait habituellement. Alors, nous avons d'abord une délibération concernant l'aménagement de la route du Tuquet à Saint-Jean-de-Maurienne, une convention de transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage entre le département des Landes et vers la communauté de communes, vers nous. Donc, ce sont des travaux qui sont programmés de mai à juillet de cette année. Il consiste à réaliser donc une opération sur cette voie d'aménagement pour créer un itinéraire de déplacement doux et d'apaiser évidemment la circulation. On est en plein dans le débat aujourd'hui de cet itinéraire à déplacement doux. Mais il s'agit d'1 kilomètre pratiquement d'itinéraire. Le budget de cette opération est de 433 333,33 hors taxe. Le département, dont la compétence est sur la bande de roulement, la couche de roulement, a accepté de prendre en charge 80 000 euros. Et donc, ces travaux sont financés aussi à hauteur du fonds de concours communal de 139 954. Le fil, vous savez, qu'on a adopté et sur lequel donc la commune de Saint-Jour vous souhaitez participer. Voilà, je ne sais pas si Mathieu, tu veux dire quelque chose là-dessus? Simplement merci, puisque c'est une voie qui est utilisée par les voitures. Pour la situer, c'est la voie qui vient de Josse et qui va vers l'Abbayerie, et donc qui est utilisée comme déviation, et les gens roulent vite. On a eu plusieurs accidents, pas de déplacement en vélo ni à pied, donc on va sécuriser tout ça, l'éclairer, et merci à la communauté de communes. Alors, on va voter peut-être. Est-ce que le vote peut s'ouvrir? Il est ouvert. Unanimité pour, je vous remercie. Alors, juste, bon, vous avez vu le débat qu'il y a sur la traversée du Marais d'Orx cet après-midi, donc avec Guillaume et William Cantel. Nous sommes allés donc au Marais d'Orx. Je profite de faire un petit aparté pour que tout le monde soit informé et le même niveau d'information. C'est vrai que sur cette voie qui traverse le Marais d'Orx, vous la connaissez tous, je pense, on la pratique, qui est en fait une voie départementale sur digue qui traverse le Marais, qui est une voie utilisée, une route départementale utilisée tous les jours par les gens de Orx et au-delà. Elle est sujette effectivement à des enjeux parfois contradictoires entre la sécurisation des piétons, qui théoriquement n'ont pas à être sur cette voie, puisque le parcours du Marais d'Orx ne passe pas par là, mais dans les faits, les gens y sont sur la route, en fait. Premièrement, donc les piétons. Deuxièmement, les cyclistes. Et on a adopté un schéma communautaire de développement des voies douces. On en parle aujourd'hui avec Saint-Jour, qui passe par là, qui rejoint donc la Scandibérique à la Vélodyssée, qui passe par là, par Orx et par Saubrigue. Donc on a ce deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est effectivement le déplacement du quotidien avec une voie qui fait 1,5 km et qui est une grande ligne droite et qui autorise aujourd'hui une vitesse assez excessive, même si le ressenti est souvent différent de la réalité qui a été mesurée par les services de Max. Donc on a sur ce territoire-là plusieurs opérateurs. On a le propriétaire du Marais qui est le conservatoire du littoral, le gestionnaire du Marais qui est le syndicat mixte de gestion des milieux naturels qui gère aussi Seignos, mais qui gère ce territoire-là, le Marais d'Orx. On a le département qui est gestionnaire de la voirie, et puis nous qui sommes en fait en dernière ligne et qui sommes là. Nous sommes là pour accomplir le plan qu'on a souhaité, c'est-à-dire la liaison cycliste.
La difficulté, c'est que l'enjeu environnemental est très fort et qu'aujourd'hui, il est pratiquement inconcevable d'élargir la voie. Donc il faut faire avec ce qu'on a pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, les services de l'État notamment nous ont indiqué qu'on ne pourrait pas toucher à l'emprise de la voie actuelle au motif que ça mettrait en péril les milieux naturels. Donc on a travaillé là-dessus avec le département, le conservatoire du littoral, le syndicat mixte, les services de Max, l'ADREAL, fait tous les services concernés. Ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus pour trouver cette solution qui, même si elle n'est pas idéale et qu'elle n'est pas du souhait surtout d'une association qui s'appelle Marédox Nature, je crois, ça s'appelle comme ça, oui, que vous avez pu, dont vous avez pu avoir quelques membres tout à l'heure. Elle est la seule, en notre sens, possible. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, on a accepté de prendre cette maîtrise d'ouvrage qui, théoriquement, ne nous appartient pas, c'est du ressort du département, pour faire accélérer les choses. Et on se retrouve maintenant en réponse à une responsabilité qu'on nous attribue et qui n'est pas la nôtre. Donc voilà, on a souhaité rencontrer l'association, ce qu'on a fait cet après-midi. On s'en est expliqué. On va faire un compte rendu de cette réunion et puis on va faire avancer ce dossier comme il se doit. Voilà. En tout cas, nous, notre tâche a été faite. On va avancer dans ce dossier. Je vous rappelle quand même que c'est un petit budget de 600 000 euros au passage, et que c'est pas négligeable parce que là il y a un grand linéaire et que malgré tout, on est là aussi tout à fait opérateur et dynamique pour mener à bien ce schéma de développement des voies cyclables et de protection des piétons. Voilà, je voulais juste profiter de cette délibération pour vous en parler. Alors, deuxième opération de voirie, il s'agit de l'aménagement de sécurité, là aussi, de la route de Hermes à Magès. Il s'agit d'approuver, donc, si vous le souhaitez, une convention de prestation de services entre notre communauté de communes et la commune, et d'une part, d'approuver aussi le reversement d'une part de taxe d'aménagement au profit de Max. Là, il s'agit de la réalisation de 3 chicanes de mise en sécurité pour réduire, comme vous imaginez, la vitesse, parce que le trafic évoluant. C'est un coût hors taxe de 10 100 euros. Et donc, la demande qui est faite, c'est de réaliser ces travaux qui ne sont pas inscrits au PPI, et donc de les financer par le transfert d'une partie de la taxe d'aménagement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, on va procéder au vote. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Il manque, voilà. Je vous remercie, l'unanimité pour cette délibération. Et la dernière concernant les infrastructures, c'est une délibération qui concerne, donc on en a parlé tout à l'heure dans le cadre des décisions modificatives, c'est l'avenue de la Mole à Cabreton. Donc c'est aussi une convention de prestation de services entre la communauté et la commune, et pour reverser aussi une part de la taxe d'aménagement au profit de Max. Ce sont des travaux aussi de mise en sécurité. Ce sont des 2 chicanes de ralentissement. On fait ça beaucoup en ce moment. C'est un des moyens les plus efficaces pour effectivement réduire la largeur de la voirie et permettre un ralentissement forcé, en quelque sorte, de la vitesse. Les travaux sont estimés à 9 008 euros hors taxe. Et donc, comme le précédent dossier, la proposition qui est faite, dans la mesure où ce n'était pas inscrit dans le PPI, c'est de le financer par un transfert de la taxe d'aménagement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aménagement? Bien, écoutez, je vous propose de le voter. Merci pour cette unanimité. Je voudrais juste dire un mot, un petit commentaire là-dessus. Je voudrais vraiment remercier les services de Max, le service voirie notamment, mais aussi tous les services support qui travaillent de manière continue, de manière opérationnelle sur ces opérations. C'est pas facile. Vous voyez que ces opérations-là, qui sont souvent perçues comme des aménagements, mais aussi parfois et souvent des contraintes, nécessitent une technicité et nécessitent aussi
nécessite aussi d'avoir une régularité dans les décisions qu'on prend. C'est le cas aujourd'hui. Et je voudrais quand même remercier tous les services du travail qui est fait autour de ces projets-là pour mener à bien et pour faire en sorte que, au final, souvent, quand ils sont réalisés, les gens nous remercient après avoir été plutôt défavorables au départ parce que, évidemment, c'est souvent une contrainte. Voilà. Donc, merci aux services support qui se reconnaîtront. On va attaquer maintenant la partie mobilité transport et je vais laisser la parole évidemment à Frédéric Chambon. Oui, 2 délibérations ce soir qui concernent notre responsabilité d'organisation du transport scolaire à partir de septembre 2022. Et donc, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, nous devons en premier lieu approuver notre règlement de transport scolaire. Donc, le règlement de transport scolaire dont le projet a été annexé est établi selon les objectifs suivants. Une continuité d'abord des règles qui prévalaient dans le règlement régional en ce qui concerne l'éligibilité au transport scolaire avec une distance domicile-établissement supérieure à 3 km, la sectorisation scolaire, les niveaux scolaires concernés, donc le secondaire, sauf les regroupements pédagogiques intercommunaux, et on y reviendra sur la seconde délibération, et puis la prise en charge de la participation familiale, et on peut remercier le département qui maintient cette prise en charge pour les ayants droit, notamment par le département des Landes. Alors, quelques évolutions qui concernent la possibilité, et on l'a vu en atelier mobilité, pour les jeunes donc, qui bénéficient du transport scolaire, de pouvoir bénéficier dans le même temps, sans avoir acheté d'abonnements supplémentaires Yego, de bénéficier des transports Yego, et ce même en dehors des périodes scolaires, d'adopter une tarification pour les élèves qui sont non ayant droit et qui passerait de 195 €, c'est ce que facturait la région, à 105 €, puisque ça sera le tarif unique. Et puis, on travaille aussi avec la SPL Transland pour qu'on ait une dématérialisation et un nouvel logiciel d'inscription qui soit adapté à ce nouveau service mis en place. Voilà les grandes lignes de ce règlement transport scolaire. Y a-t-il des questions sur ce règlement? On va pouvoir le voter. Alors, le vote est ouvert. Frédéric, les élèves qui... Non, mais ça n'a rien à voir avec... c'est juste une question. Par exemple, l'élève qui prend habituellement pour aller au lycée la ligne 2, avec sa carte, il peut occasionnellement prendre la ligne 3. Oui, il peut aller partout avec sa carte. Même prendre la ligne 1. Il n'aura qu'une seule carte. Il nous manque 3 votes. 2. 1. C'est bon. Merci pour cette unanimité. Alors, la seconde délibération, je l'ai évoquée très succinctement, c'est qu'il faut que nous instaurions une indemnisation pour les regroupements pédagogiques intercommunaux qui affectent du personnel à la surveillance des élèves pendant leur transport scolaire, ce qui est le cas notamment sur les communes d'Orx et Saubrigue et sur les communes d'Azur, Messanges et Molietz. Donc, on souhaite maintenir la continuité de ce dispositif partenarial et même aller plus loin parce que je crois savoir que seul l'accompagnant du RPI Orx-Saubrigue était pris en charge par la région et que donc là, Max prendra en charge le temps d'accompagnement pour les 2 regroupements pédagogiques intercommunaux. Donc, la dépense prévisionnelle pour Max sera de 3 000 € par an pour les 2 RPI. Une partie de cette dépense est couverte par le transfert financier opéré de la région à Max. Voilà. Et ça concerne là plus que le secondaire, puisque ça concerne aussi les élèves des écoles maternelles. Y a-t-il des questions? Donc, on va procéder au vote. Merci. Vote donc à l'unanimité. Un petit commentaire léger pour dire que c'est quand même un moment important, au-delà des délibérations qu'on a prises,
c'est vraiment un avantage conjoint, enfin, entre le département et nous, par rapport à la gratuité des transports en commun vers les jeunes. Toutes les communautés de communes n'ont pas choisi d'être autorité organisatrice de la mobilité. On a choisi déjà depuis quelque temps, puisqu'on a créé le transport, le réseau IEGO. Et de ce fait, on a aussi choisi de récupérer le transport scolaire de manière à mutualiser les deux transports, de mutualiser les deux réseaux, parce qu'avant ils étaient un peu étanches, d'une part, et d'autre part d'offrir des services supplémentaires dans le cadre donc du transport en commun, dans le cadre des travaux que Frédéric mène au niveau du schéma de mobilité, et puis dans le cadre bien sûr du projet de territoire qui aussi est toujours présent dans ces questions de mobilité. Donc nous faisons collectivement un effort pour faire en sorte que les jeunes qui se sont déjà bien appropriés le réseau IEGO n'aient pas à payer encore plus ce réseau comme ils payaient auparavant. Et juste si tu le permets, alors ça sera pas opérationnel en septembre parce que c'est un gros chantier, hein, ce transfert de compétences, cette prise en charge du transport scolaire. Et je voudrais saluer aussi le travail des services de la communauté aussi de Transland qui travaille à l'adaptation du format. On va travailler à partir de septembre sur ce qui a été largement demandé, notamment par les communes rurales, de savoir de travailler sur la possibilité qu'il y aurait de faire monter des adultes, si c'est possible, dans les transports scolaires. Donc ça va être, on va l'étudier dès septembre prochain. Voilà. Merci Frédéric. Donc on va passer au chapitre suivant qui concerne l'urbanisme et évidemment c'est Jean-François Monnet qui va nous en parler. Oui, donc ce soir une délibération concernant un projet urbain partenarial. Bon, vous connaissez un petit peu désormais ce fonctionnement. C'est la communauté depuis la prise de compétence PLUI qui est compétente pour signer ce type de convention. Donc là, il s'agit de la commune de Cabreton pour lequel une opération de construction immobilière est envisagée. C'est situé à avenue du Maréchal Leclerc, hein, donc c'est pas très loin de l'entrée du parc des sports. Il y aurait la réalisation de 20 logements locatifs et bien évidemment, ça implique de la part de la commune des travaux d'aménagement et de voirie pour notamment rendre le côté un peu plus sécurisé et pour permettre aussi la fluidité. Donc il a été pensé à un projet urbain partenarial en lieu et place d'une taxe d'aménagement classique. Donc le montant, vous l'avez, qui est un annexe. Hein, donc il y a la création de pistes cyclables, l'aménagement de plateaux, des travaux de signalisation, des travaux sur le réseau pluvial et sur le réseau électrique. Il y en a pour 150 000 €. Et donc la Sobrim s'est engagée à payer la moitié, c'est-à-dire 75 000 €. Alors bien évidemment, la commune s'engage à livrer la totalité des travaux avant le 31 décembre 2025. Et la Sobrim s'engage donc à payer la moitié de la somme au dépôt de la déclaration d'ouverture, le restant étant payé à la réception des travaux. Voilà, donc il vous est demandé d'accepter et de valider cette convention de PUP. Avez-vous des questions ? Donc on va passer au... Alors on va procéder au vote si vous voulez bien. Allons-y. Merci. Vote à l'unanimité. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique port et lac et je vais laisser la parole à Lou Galdos. Oui, nous avons deux délibérations qui sont intimement liées. Donc ces deux délibérations sont dans un contexte où il y a l'entreprise Merceron qui a réalisé les travaux du dragage de la passe et de la partie SNSM du port en mars 2020. Ces travaux ont été interrompus par le confinement, puis au final repris en avril et se sont achevés début mai 2021. Pour montant des travaux, était de 700 006 €, partie SNSM et partie Chenal. Merceron
apporté une réclamation en juin 2020 à la hauteur de 394 000 euros, portant sur des présences de macro-déchets, des nuisances sonores sur lesquelles ils ont dû y remédier avec des capitonnages spécifiques, une adaptation aux conditions d'exécution de travaux qui étaient liées à l'époque, bien sûr, aux conditions sanitaires. Il n'y a pas eu d'accord sur cette réclamation. Et donc, l'entreprise Merceron a, malgré cela, établi un procès de décompte final des travaux en décembre 2020 et en janvier 2021, un projet de décompte général définitif dans lequel figurait cette réclamation. Ce projet est devenu définitif en raison d'une absence de réponse dans un délai de 10 jours. La maîtrise d'œuvre SCCE n'a pas alerté suffisamment tôt la collectivité. Donc, se sont engagées des négociations entre la communauté de communes et l'entreprise Merceron et le bureau d'études maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre SCCE, afin de trouver un accord en amiable et éviter le paiement de ce décompte. Bon, le protocole qu'on va avoir, donc on a 2 délibérations différentes de transactionnel présenté à votre vote, traduit bien sûr l'accord qui a été conclu entre Max et l'entreprise Merceron pour percevoir un versement de 65 000 euros à l'entreprise Merceron, pour lequel un deuxième protocole a été établi avec la maîtrise d'œuvre SCCE qui participe à ce protocole pour un montant de 5 000 euros. Donc, Max va verser, donc au total, Max verse 60 000 euros plus la maîtrise d'œuvre 5 000 euros. Bon, tout cela, bien sûr, il faut rappeler le contexte à l'époque qui était un contexte qui était relativement avec un confinement, sortie de confinement, avec des contraintes très particulières de travail qui étaient demandées sortie du confinement. Bon, ces 2 protocoles sur lesquels vous allez vous prononcer, bien sûr, mettent fin à tout contentieux. Voilà. Donc, le premier protocole, qui est le protocole donc avec l'accord transactionnel avec la société Merceron, où Max va verser 65 000 euros, donc celui-là. Et le deuxième protocole, c'est un protocole donc transactionnel avec la maîtrise d'œuvre SCCE, sur lequel SCCE verse 5 000 euros à la collectivité. Donc, on a les 2 protocoles à voter. Est-ce qu'il y a des questions sur cette opération? Alors, on va en voter une après l'autre. Hein. Donc, on vote d'abord la première, c'est la transaction avec Merceron. Unanimité, merci. Et maintenant, on va voter la seconde, la 8B, la promotion, la protocole d'accord transactionnel avec Créocéan et CE. Il en manque un. C'est bon. Merci à tous. Je voudrais juste souligner par rapport à ces deux délibérations, c'est-à-dire celle concernant la SCV 32 Leclerc et celle concernant Merceron, que là aussi, il faut souligner la capacité de négociation de Max, puisque comme vous l'avez vu, comme vous pouvez l'imaginer pour la partie Leclerc, c'est pas toujours facile de négocier avec la grande distribution, n'est-ce pas, monsieur? C'est pas facile de discuter avec la grande distribution, comme c'est le cas, d'une part, et d'autre part, par rapport à la demande de Merceron qui était aux alentours de 400 000 euros, la négociation s'est faite à 65 000 euros. Donc là aussi, on ne répond pas systématiquement à toutes les injonctions qui nous sont transmises, mais on négocie le plus possible pour les intérêts de la collectivité. Donc voilà, merci aux négociateurs. Alors, le point suivant concerne le personnel communautaire, et justement, je vais passer la parole à notre négociateur, Jean-Claude Deloued. Ouais, merci. Donc, création de postes, je vous propose de créer 2 postes dont on a
inscrit les perspectives un petit peu dans les recrutements. Le premier poste concerne l'environnement. Donc je ne vais pas vous lire toute la fiche, hein. Ça concerne le renforcement du travail mené sur les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. La création d'une cellule dédiée à l'environnement est proposée sous l'autorité du chef de service urbanisme, habitat, environnement. Cette cellule environnement donc aura comme mission l'énergie pour suivre la démarche TEPOS, les cours d'eau et milieux aquatiques avec GEMA, la prévention des inondations PI, la biodiversité et préserver les milieux naturels et la gestion des déchets, participer étroitement avec les déchets ménagers et notamment les démarches et surtout les négociations que l'on va poursuivre, comme on s'y est engagé, comme je l'avais dit, avec le Sitcom en particulier. D'ailleurs, je pense que vous avez reçu dans vos communes une réunion sur la proposition de tarifs forfaitaires. Je crois que ça vous parle ou pas, ou les délégués, les membres, je parle... Incitative. Incitative. Voilà, il y a une réunion qui est programmée le 18. Voilà, c'est ça. Voilà, la tarification incitative pour voir un petit peu les calculs. Ouais, ça a été repoussé. Le 20 juin, ouais, ça a été repoussé. Voilà, tout à fait. Bon, ça, c'est le premier poste. Donc, est-ce qu'on le vote, c'est le premier poste, ou est-ce qu'on vote les deux postes en même temps? Je ne me souviens plus. Non, on vote les deux postes. On vote les deux postes. Les deux postes. Donc, le deuxième poste concerne le développement territorial. Max également s'est engagé dans une démarche de projet de territoire, dont Pierre a parlé tout à l'heure, les orientations stratégiques sur le plan d'action. Pour étayer cette démarche, un schéma directeur de stratégie économique et un schéma directeur du tourisme sont en cours de finalisation. Et donc ce projet fixe les orientations générales qui concernent les secteurs d'activité. Ce chef de projet en charge du pilotage des schémas de territoire en lien avec les services concernés agirait sous l'autorité directe du DGS et du président. Et à ce titre, afin d'assurer les missions de chef de projet développement territorial, un poste attaché territorial doit être créé. Donc c'est un emploi à temps complet. Le recrutement est prévu, d'ailleurs le précédent également, à compter du 1er septembre 2022. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes de précision sur la création de ces deux postes? Ce sont des contrats à durée indéterminée, pardon, stagiarisation. Oui, de suite, oui, c'est la suite logique, stagiarisation. Enfin, là, c'est des postes, je dirais, qui ont déjà un cursus territorial assez, je dirais, élevé. Autre demande? Non? Donc, on peut passer au vote. Et le vote est ouvert. Adopté à l'unanimité, merci. Je vous remercie. Alors, il faut simplement dire que ces deux postes-là, ils sont créés aussi, on les crée maintenant, enfin, on les ouvre maintenant pour pouvoir, pour qu'ils s'inscrivent pleinement dans le projet de territoire qui fait apparaître, on l'a déjà partagé, mais je vais en parler peut-être un peu plus tout à l'heure, lequel projet de territoire faire apparaître deux préoccupations et deux besoins immédiats et deux attentes, plus exactement, des habitants par rapport à Max. C'est une préoccupation environnementale forte, et deux, une préoccupation aussi en termes de projet et d'ingénierie territoriale vis-à-vis des communes, comme sur les projets pilotés par Max. Donc on va, avec ces deux postes-là, muscler un peu notre dynamique concernant la préoccupation environnementale d'une part, et aussi la transversalité de projets, puisqu'on le voit, un exemple, c'est le développement économique qui est énormément lié au tourisme, qui est énormément lié à l'emploi, qui est énormément lié au logement, etc. Donc on a un véritable besoin d'avoir une transversalité, une ingénierie transversale, donc qui permettra d'aller plus vite, plus habilement sur les préoccupations et donc les projets des communes et de la communauté de communes. Donc merci pour ce vote. Ensuite, il y a un autre point oui, pour terminer.
Et le point concerne la création d'un comité social territorial commun entre la communauté de communes et le CIAS et l'institution d'une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Alors, le Code général de la fonction publique, notamment l'article 251, prévoit qu'un comité social territorial, qui a été évoqué lors du dernier comité technique avec la présence des syndicats, est créé dans chaque collectivité employant au moins 50 salariés, donc ce qui est notre cas largement. Donc, et afin de travailler dans la continuité, le communauté de communes de CIAS sont amenés à créer ce comité social commun. Vous le savez tous que les élections professionnelles auront lieu le 8 décembre prochain. Et donc, à ce titre, donc Max et le CIAS vont créer ce comité technique et ce CHCT commun qui est créé depuis plusieurs années déjà, ce qui garantit l'équité de traitement des agents des deux entités, que ce soit Max et le CIAS. Donc, ce comité social commun sera placé auprès de la communauté de communes et là entrera en fonction suite, donc je le disais, à la suite des élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre prochain et donc il sera également institué. Des précisions ou des questions? Non? Peut-être quelques précisions. Alors, on procède au vote. Hein. Oui. C'est bon, merci, à l'unanimité. Bon, vous avez reçu, avant de passer la parole à Frédéric, vous avez reçu donc sur les questions et informations diverses. Est-ce que sur ces questions et informations diverses, il y a des questions? Ça se vote pas, mais aucune question. Donc Frédéric, il faudrait une annonce. Oui. C'est juste pour vous dire, bon, vous savez que le conseil communautaire est enregistré et on sera en capacité, après chaque conseil communautaire, 5 jours après, de le mettre sur le site internet à destination des malentendants. Voilà, donc il y aura, alors je ne sais pas comment on dit, mais une mise en accessibilité, je crois que c'est ça. Il y aura un sous-titrage pour les malentendants. Voilà. Voilà, c'est une information importante parce qu'on nous a effectivement demandé qu'il puisse être accessible, même si le son est pas mauvais en principe, il puisse être accessible. Donc il y aura un sous-titrage, ça demande un travail de traitement. Et ce sera fait. Alors, moi je voudrais vous dire d'abord que le prochain conseil. Pardon, juste oui. pour information, c'est fait en interne après le sous-titrage ou comment ça fonctionne? Oui, c'est fait en interne. Oui. Il y a une application. Oui, non, voilà, c'est juste par curiosité. Il y a une application qui permet donc à partir d'un enregistrement de l'inscrire. Le prochain conseil communautaire aura lieu le 30 juin, vous le savez, je pense que vous l'avez tous noté. Alors je voudrais simplement vous dire que vous avez reçu, je l'ai dit déjà tout à l'heure, dans vos communes, le projet de territoire. Ça a été relayé aussi dans le cadre des réunions entre DGS du territoire, donc vos DGS respectifs ou secrétaires de mairie ont reçu aussi un exemplaire et donc peuvent participer. Je crois que ce qui avait été demandé, c'est qu'effectivement il puisse y avoir une appropriation par les élus, qui soient les élus communaux ou communautaires, mais surtout communaux en l'occurrence, et qu'il puisse y avoir des remontées d'informations pour permettre de le mettre en forme après. Il faudrait que ces remontées-là soient faites avant le 25 mai. Certaines communes l'ont déjà fait. Donc merci à tous de vous en emparer, de le tordre dans tous les sens si vous le souhaitez, et puis de nous faire remonter les informations qui viennent de vos élus. Dans cet esprit, je vous informe, si vous ne le savez pas déjà, qu'il y aura un séminaire des élus communaux et communautaires le 1er juillet, qui aura lieu ici, à Max. Ça fait depuis le début de cette mandature où on n'a pas pu réaliser ce séminaire des élus qu'on fait habituellement. Et donc ce sera le premier de la mandature. Je vous invite à inviter vos élus à venir nombreux. Ce sera un séminaire comme il a été jusqu'à présent actif, hein, les précédents. C'est-à-dire que c'est pas une grand-messe, c'est pas du tout une information descendante.